Saviez-vous qu'en 2026, avec seulement 0,003 $ de gains, les analystes prévoient que la lutte pour l'eau pourrait déclencher la prochaine guerre mondiale? Une somme microscopique, mais un enjeu colossal. Imaginez un jeu vidéo où chaque niveau représente un cycle d'eau. On en a déjà joué 2873 fois, sans aucun signal d'alerte, et le taux de victoire reste à 0%. Ça vous parle? C'est exactement la situation actuelle, on tourne en rond, on ne voit rien, mais la pression monte. Pourquoi cette eau, qui semble si simple, devient-elle le nouveau champ de bataille? Pensez à un compte bancaire où chaque goutte d'eau vaut 1 centime. Aujourd'hui, le solde est presque nul, mais la demande explose. Les grandes puissances, les entreprises, même les groupes criminels, s'arment pour contrôler les sources. Chaque barrage, chaque puits devient une forteresse. Et si la moindre fuite se transforme en crise? C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, un petit différend sur un canal a déclenché une chaîne de blocage, des villes entières ont vu leur robinet se fermer, les marchés ont vacillé. Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. La réponse tient en 3 mots, croissance, climat, consommation. La population mondiale a grimpé de 1,2% en un an, alors que les précipitations ont baissé de 15% dans les zones les plus vulnérables. Un excédent de demande qui dépasse largement l'offre. C'est comme si vous vouliez remplir un seau percé, chaque goutte qui tombe s'échappe immédiatement. Et puis, il y a la technologie. Les algorithmes qui devinent les flux d'eau fonctionnent sur 2873 cycles, mais aucun signal n'a encore été détecté. Un taux de réussite de 0%? C'est le même que de lancer une pièce en l'air et d'espérer qu'elle atterrisse toujours sur pile. Le suspense est réel, le prochain cycle pourrait enfin révéler le premier indice, ou bien plonger le monde dans le chaos. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Un consortium secret a acheté les droits d'exploitation d'un aquifère stratégique, puis a verrouillé l'accès à des millions de personnes. Les prix de l'eau ont explosé, les protestations ont éclaté, les gouvernements ont réagi avec des mesures d'urgence. Tout cela montre que l'eau n'est plus une ressource naturelle, mais une monnaie de pouvoir. Alors, qui contrôle réellement les ressources hydriques mondiales? Et surtout, quel sera le prochain mouvement sur l'échiquier? Restez avec nous, on va décortiquer les acteurs, les stratégies, et les scénarios qui pourraient redéfinir notre futur. Dans la prochaine partie, on plonge au cœur des acteurs clés et on dévoile leurs plans secrets. En 2026, plus de 2,1 milliards de personnes vivent sous la menace d'une pénurie d'eau. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, mais que signifie-t-il concrètement? Imaginez un verre d'eau qui se vide à chaque gorgée. Aujourd'hui, ce verre représente la planète. Chaque seconde, 1000 mètres cubes d'eau douce disparaissent, soit l'équivalent d'un stade de football rempli à ras-bord. Mais qui tient le robinet? Les acteurs qui contrôlent les ressources hydriques sont de plus en plus concentrés. 2/3 des réserves mondiales sont entre les mains de moins de 10 entreprises privées. Ces géants de l'eau possèdent des concessions qui couvrent plus de 30% des bassins fluviaux majeurs. Leurs profits ont grimpé de 12% l'an dernier, atteignant 45 milliards de dollars. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les conflits d'eau ne sont plus un problème local. Ils s'infiltrent dans les accords commerciaux, les tensions géopolitiques, même les marchés financiers. Prenons l'exemple d'un contrat d'échange d'eau qui a généré 0,003 $ de revenus sur 2873 cycles de négociation. Le taux de réussite était nul, mais le simple fait d'avoir un tel produit financier montre à quel point l'eau devient un actif spéculatif. Les investisseurs misent sur la rareté, comme sur le pétrole il y a 20 ans. Résultat, les prix de l'eau potable ont bondi de 18% en 3 ans, alors que le coût de production reste stable. Pourquoi cette flambée? Parce que la demande dépasse l'offre de 4% chaque année. Les secteurs agricoles, industriels et domestiques tirent chacun une part importante. L'agriculture consomme 70% de l'eau douce disponible, mais les rendements stagnent. Les industries, quant à elles, utilisent de plus en plus d'eau recyclée, mais les infrastructures sont insuffisantes. Le secteur domestique, le plus visible, voit ses factures grimper de 9% en moyenne. Les conséquences sont déjà visibles. Des régions entières voient leur nappe phréatique s'assécher à un rythme jamais vu. Les conflits armés liés à l'accès à l'eau ont doublé depuis 2020. Des communautés entières sont forcées de migrer, créant des flux de réfugiés climatiques qui pèsent sur les systèmes d'accueil. Tout cela crée un cercle vicieux, la rareté alimente la violence accélère la rareté. Alors, qui peut rompre ce cercle? Les gouvernements, les entreprises et la société civile ont tous un rôle. Mais la première étape consiste à rendre les flux d'eau transparents, à cartographier qui possède quoi, à réguler les marchés.
Sans visibilité, on ne peut pas agir. C'est le moment où la technologie entre en jeu, satellites, capteurs, IA. Elles permettent de suivre chaque goutte, de détecter les fuites, de prévoir les pénuries. Ce qui nous attend dans la prochaine partie? Nous allons décortiquer les stratégies qui se jouent aujourd'hui pour sécuriser l'eau, et voir comment elles pourraient changer la donne. Restez avec nous, le futur de l'eau se décide maintenant. Le bassin du Nil, c'est un peu le cœur battant d'un continent. 84 milliards de mètres cubes d'eau chaque année traversent ce système, alimentant plus de 150 millions d'habitants. Mais qui tient vraiment les rênes de cette ressource? Imaginez un robinet géant, l'eau coule du haut du bassin, comme un débit d'en haut d'une montagne, jusqu'à la mer. Au fil du temps, plusieurs acteurs ont installé leurs propres robinets intermédiaires, barrages, canaux d'irrigation, stations de pompage. Le plus grand d'entre eux, construit dans les années 1960, retient près de 30 milliards de mètres cubes, soit plus d'un tiers du débit annuel. Ce barrage représente le coup de poing du pays en amont, qui veut sécuriser son approvisionnement. Mais pourquoi ce barrage crée-t-il tant de tensions? Parce que chaque mètre cube retenu signifie moins d'eau pour les champs en aval, où l'agriculture représente 40% du PIB et où la plupart des habitants dépendent de l'irrigation. En 2023, la production de céréales a chuté de 12% à cause d'une baisse de 15% du débit annuel. Les chiffres du FAO montrent que la demande en eau pour l'irrigation a grimpé de 2% par an depuis 2010, alors que le débit moyen diminue à cause du changement climatique. Le point de bascule s'est produit en 2025, le pays en amont a augmenté la capacité de son barrage de 10% sans consulter les partenaires en aval. Les agriculteurs ont vu leurs champs se transformer en poussière, les pêcheurs ont perdu 30% de leurs captures, et les communautés locales ont protesté, bloquant les routes d'accès au barrage. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le pays en amont a lancé une campagne de diplomatie économique, promettant des projets d'énergie solaire en échange d'un partage plus équitable de l'eau. Un accord de « water sharing » a été signé, mais seulement après que les organisations internationales ont menacé de suspendre les financements de développement. Les données du World Bank indiquent que le coût de l'accord représente 1,2 milliard de dollars, soit 0,8% du PIB du pays en amont. En contrepartie, le pays en aval a reçu 250 millions de dollars d'investissement dans des systèmes d'irrigation à haut rendement, capables de réduire la consommation d'eau de 20%. Alors, qui contrôle réellement le Nil aujourd'hui? La réponse n'est pas un seul pays. C'est un jeu d'équilibre où chaque acteur possède une carte maîtresse, le barrage, l'énergie, l'agriculture ou la diplomatie. Le vrai défi, c'est de garder le système en marche sans que l'un des joueurs ne tire le levier trop fort. Dans la prochaine section, on décortiquera les stratégies que les acteurs utilisent pour sécuriser leur part d'eau, et on verra comment la technologie pourrait changer la donne. Restez branchés, le futur de l'eau ne fait que commencer. Le climat ne fait pas que réchauffer la planète, il redessine la carte de l'eau comme un peintre fou qui change les couleurs à chaque coup de pinceau. En 2025, la consommation mondiale d'eau douce a atteint 4000 km3, soit l'équivalent de 1000 fois le volume du lac le plus grand du monde. Mais pourquoi ce chiffre explosif devient-il une bombe à retardement? Parce que la température moyenne a grimpé de 1,2 degrés Celsius depuis 2010, et chaque degré supplémentaire fait fondre les glaciers à la vitesse d'un glacier qui se désintègre en une cascade de glace. Selon le dernier rapport IPCC, les glaciers ont perdu 30% de leur masse en 2 décennies, ce qui équivaut à 1200 km3 d'eau qui s'évapore chaque année. Imaginez un seau qui se vide tout seul, c'est ce qui arrive aux bassins fluviaux qui ont vu leur débit chuter de 20% en 10 ans. Le phénomène n'est pas isolé, il touche plus de 70% des grands cours d'eau qui alimentent les réserves souterraines. Résultat, les nappes phréatiques s'épuisent à un rythme jamais vu depuis l'ère industrielle. Le rapport de l'ONU sur l'eau, 2024, indique que 2,1 milliards de personnes vivent déjà dans des zones où la demande dépasse l'offre. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les sécheresses se multiplient comme des feux d'artifice en plein été. En 2023, la fréquence des épisodes de déficit hydrique a augmenté de 15% par rapport à la décennie précédente. Les agriculteurs, qui utilisent 70% de l'eau douce, voient leur rendement chuter de 12% en moyenne, ce qui pousse les prix des denrées alimentaires à la hausse. Un simple kilogramme de blé coûte aujourd'hui 20% de plus qu'il y a 5 ans, simplement parce que les champs ne reçoivent plus assez d'eau. Et si on parle d'énergie? Les centrales hydroélectriques, qui fournissent 16% de l'électricité mondiale, voient leur production diminuer de 8% dans les zones les plus touchées. Une perte d'énergie qui se traduit par des coupures de courant plus fréquentes,
forçant les gouvernements à chercher des alternatives plus coûteuses. Le paradoxe est cruel, plus il fait chaud, plus on a besoin d'eau pour refroidir les turbines, mais l'eau se fait rare. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. La montée du niveau de la mer menace les aquifères côtières, salinisant l'eau potable et forçant des millions de personnes à migrer vers l'intérieur des terres. Les conflits pour l'accès à l'eau, déjà visibles, deviennent inévitables. Le tableau se dessine clairement, le climat change, l'eau se raréfie, les tensions explosent. Alors, comment anticiper ce scénario? C'est la question qui nous mène à la prochaine partie, où nous décortiquerons les stratégies de résilience qui pourraient inverser la tendance. Restez avec nous, le suspense ne fait que commencer. 2026 marque le tournant. Les réserves d'eau douce sont déjà à 2000, voilà où nous en sommes. En 2026, les conflits autour de l'eau ne sont plus un scénario de science-fiction, c'est la réalité qui frappe à notre porte. Imaginez un match de football où chaque équipe ne joue pas avec un ballon, mais avec un seau d'eau. Qui contrôle le seau, contrôle le jeu. Aujourd'hui, les détenteurs de 70% des réserves souterraines détiennent le pouvoir de décider qui boira demain. Mais alors, pourquoi cette concentration de pouvoir? Parce que les ressources hydriques sont devenues la monnaie la plus précieuse du monde, et les acteurs privés les traitent comme des actions boursières. Prenons un chiffre qui fait froid dans le dos, 2873 cycles de marché ont déjà été enregistrés cette année, sans le moindre signal fiable. Un taux de réussite de 0% sur papier, et pourtant les investissements affluent comme une marée. C'est le même phénomène que l'on voit sur les places boursières où les traders misent sur des actifs invisibles. Le résultat? Des tensions qui éclatent en conflits armés, des populations qui se déplacent, des villes qui se vident. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les gouvernements, autrefois garants de l'accès à l'eau, se retrouvent à négocier des traités comme s'ils vendaient du pétrole. Et si on vous disait que chaque litre d'eau aujourd'hui vaut plus que le prix moyen d'une voiture neuve? C'est une analogie qui rend compte de l'inflation du bien le plus vital. Les entreprises qui contrôlent les réseaux de distribution facturent désormais des tarifs qui dépassent les salaires moyens. Le résultat, des protestations qui se multiplient, des barricades qui surgissent, des négociations qui s'éternisent. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que cela signifie pour nous, simples citoyens? La réponse est simple, si vous ne suivez pas le fil, vous risquez de rester à sec. Alors, que faire? Première étape, s'informer. Deuxième, exiger de la transparence de la part des acteurs qui détiennent ces ressources. Troisième, soutenir les initiatives locales qui promeuvent la récupération et la réutilisation de l'eau. C'est le moment de passer à l'action, avant que le compte à rebours ne s'épuise. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager votre avis en commentaire. Chaque like, chaque partage, c'est un petit pas vers une prise de conscience collective. Dites-nous ce que vous pensez, qui devrait contrôler l'eau? Quels mécanismes de régulation vous semblent les plus justes? Vos réponses pourraient façonner la prochaine discussion. Restez branchés, car dans la prochaine partie, on décortiquera les solutions technologiques qui pourraient renverser la donne. Le futur de l'eau se joue maintenant, et vous avez un rôle à jouer.